La mort, c'est l'absence de variabilité cardiaque. Notre cerveau utilise des ondes entre 1 et 100 Hz à peu près. Tout ce qu'on va emmagasiner en termes de mémoire, on va venir le trier et le rêve va nous permettre de dispatcher notre système mémoriel. Les ultra-trailers, à très haut niveau, ils sont à 100%. Le tempérament va être en lien. On donne un citrate de bétaïne le soir au coucher. Ma philosophie, c'est le corset et donc c'est lui amener le maximum de choses qui restent physiologiques et ne pas le perturber. La première fois que j'ai dormi dessus, j'ai transpiré pendant 10 jours comme un bœuf. Salut les extraterriens et bienvenue dans ce nouvel épisode sur notre série mensuelle dédiée à la récupération sportive et au sommeil. Vous le savez, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet que j'aborde de plus en plus avec les athlètes pour avoir leur retour, mais j'avais envie d'aller plus loin, d'aller creuser forcément avec un spécialiste qui l'étudie depuis de nombreuses années et qui a creusé vraiment la science et qui œuvre au quotidien avec des athlètes de haut niveau. Et pour ça, je suis allé voir Arnaud Tortel, mon ami fondateur de Yakota et de SteamCare. Salut Arnaud, comment ça va ? Salut, écoute, très très bien. Aujourd'hui, on a un gros programme, c'est notre deuxième épisode de cette série sur vraiment les cycles du sommeil, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on dort. On va voir l'importance aussi vraiment du sommeil pour la récupération sportive. Mais avant ça, peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas encore écouté le premier épisode et qui arrivent en cours de route, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Oui, alors je suis Arnaud Tortel, je travaille et je vis dans la Drôme. Je suis kinésithérapeute de formation, diététicien, pardon. J'ai fait beaucoup d'acupuncture, en fait de médecine chinoise, parce que ce qui m'a toujours passionné, c'est la physiologie. Donc j'ai travaillé aussi avec des dentistes sur la réhabilitation, notamment de la langue, de la bouche et de la fonctionnalité. Comment travailler sur les principes premiers, déglutition, mastication, respiration nasale. Et puis dans le sport, j'ai fait pas mal d'expéditions polaires également. Et tout ça m'a amené à travailler depuis maintenant 2011 avec l'équipe internationale de trail chez Salomon, chez l'équipementier Salomon. Et comme physio, kiné, et donc je les suis avant toutes les courses. Et à chaque fois, l'idée, c'était pas tant de guérir les bobos. Évidemment, s'il y a des bobos, je les soigne. Derrière, c'est plutôt comment éviter ces bobos, comment faire de la prévention. Et donc, j'ai mis pas mal de produits au point. Et finalement, j'ai eu aussi une casquette de chercheur. J'ai déposé des brevets là-dessus. Et sur des produits que j'ai mis au point, notamment les patchs SteamCare. Et puis l'ensemble des produits qui sont aujourd'hui vendus aussi chez Yakota, notamment dans le sommeil, puisque c'est notre sujet. Vous avez fait quoi, peut-être rapidement, comme produit chez Yakota aujourd'hui ? Chez Yakota, essentiellement, on a développé des surmatelas. Donc surmatelas plutôt très fins, dont l'intérêt c'est d'être transportables. On les a appelés nomades, parce qu'ils font 400 grammes et on peut les promener et les utiliser dans n'importe quel lit. Et puis on a aussi des surmatelas confort et on travaille maintenant sur des développements de surmatelas un peu plus confort ou à l'inverse avec des spécificités différentes. Et petit à petit, on a développé aussi des manchettes, on a développé des ceintures lombaires, on va développer des calfs et puis des produits. En fait, l'idée, c'est que au-delà de la récupération et du sommeil, on s'attaque avec Yakota à la réduction de fatigue. Parce qu'on se rend compte que finalement, la réduction de fatigue, on peut l'avoir dans un premier temps. Évidemment, il faut dormir pour récupérer. Mais dans un deuxième temps, finalement, si on arrive à garder du jus pendant l'effort, si on arrive à amener justement du sang correctement dans le muscle qui travaille, eh bien, on va pouvoir garder, on va dire, réduire cette fatigue, faire des bons gestes et aller au bout en fait, de son sport. Et donc, si on se fatigue moins pendant le sport, on récupérera plus vite. Et voilà, on essaye de rentrer dans un cercle vertueux avec l'ensemble des produits. Mais notre but, c'est vraiment réduire la fatigue, que ce soit pendant l'effort. Et ça, c'est ce qu'on est en train de mettre au point. Et surtout, pendant la nuit, parce que c'est quand même où on récupère le plus et où on récupère le mieux. Ok. Peut-être en introduction de cet épisode, comment est-ce qu'on peut mesurer sa réduction de fatigue, hormis peut-être un ressenti ? Moi, j'aime bien, tu vois, j'ai mon petit fichier Excel avec tous les jours où je note ma durée de sommeil.
D'ailleurs, je mets juste la durée de sommeil, je mets ma VFC et je mets aussi un ressenti. Voilà, comment est-ce que je me sens. J'étais très content ce matin d'être à 10 sur 10, tu vois, avec tous les voyants au vert. Euh, qu'est-ce qu'on peut mesurer d'autre, tu vois, avec sa montre ou qu'est-ce que tu recommandes, toi, aux athlètes pour voir un peu leur état de forme et leur état de fatigue? Classiquement, aujourd'hui, on regarde la variabilité de la fréquence cardiaque. Ok. Ce qui fait que c'est un peu le point, on va dire, principal, le témoin principal de la bonne forme. Maintenant, il y a des athlètes qui ont beaucoup de ressentis et qui se disent OK, j'ai une bonne VFC, ma montre me dit que j'ai une bonne VFC, mais je le sens. Et finalement, ils se fient beaucoup plus à leur ressenti propre qu'à la montre. Et il y en a d'autres qui ont peu de ressenti. Il y en a qui me disent je ne me rends même pas compte si je dors bien ou pas bien. Par contre, ma montre me le dit. Donc, cet état de VFC, alors il y a des montres qui vont vous donner des chiffres et qui seront beaucoup plus pointus, donc qui seront un peu plus, on va dire, scientifiques, qui tendront vers de la science. Et il y en a d'autres qui vont vous donner une coloration. Je suis dans le vert, je suis dans le jaune, je suis dans le rouge. Et finalement, voilà, c'est plus simple. Et il y a des athlètes, ça leur suffit de se dire, c'est bon, je suis vert, je peux pousser aujourd'hui. Mais le danger de ça, c'est que des fois, on peut être fatigué alors qu'on est dans le vert et pas forcément s'écouter, se sentir et s'obliger à aller courir ou à aller pousser. Et à l'inverse, des fois, on est dans le rouge et on pète le feu. On se dit, tiens, visiblement, j'ai mal dormi. Mais est-ce que j'ai mal dormi? Est-ce que ma montre a mal, je dirais, pris des données parce qu'elle était mal mise ou autre? Ce qui fait qu'en fait, une montre, c'est seulement indicatif. Et il faut surtout pas penser que la montre a dit c'est comme ça et alors je suis comme ça. Non, on n'est pas des machines et la montre, elle est juste là de manière indicative. Et elle n'a aucune je dirais, science réelle derrière. C'est-à-dire qu'on ne s'en sert pas dans les études scientifiques, sinon des montres très particulières et systématiquement avec une ceinture autour du ventre. D'accord. Ouais. Donc, le plus précis, c'est la ceinture. Voilà. Les montres ne sont pas utilisées dans les études scientifiques, en tout cas fiables. À ce jour, non. À ce jour, non. Ça arrivera peut-être effectivement un jour ou l'autre. C'est un indicateur. Effectivement, chez certaines marques, alors c'est en train de beaucoup évoluer, ils améliorent, mais il y a encore quelques années, on disait qu'il y avait jusqu'à 20-30% d'erreurs, ce qui est assez important pour la VFC, parce que ça se joue sur de la milliseconde. Peut-être juste avant d'ailleurs de commencer, parce qu'on va quand même pas mal en parler pendant cet épisode, pour les moins adeptes aussi, les moins experts, est-ce que tu peux dire ce que c'est que la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque, notamment parce que je sais, alors on est suivi, on est écouté par, on va dire, 2/3 de gens qui courent, on fait beaucoup de sports d'endurance sur extraterrien, mais on a aussi des judokas, on a aussi des kayakistes, des rugbyman, des gens peut-être, tu vois, qui portent moins de montres, on va dire, au quotidien et surtout pendant l'effort, et donc qui vont peut-être regarder un petit peu moins forcément un peu toutes les données autour du cœur et de la santé cardio-respiratoire. Donc, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est et pourquoi c'est si important que ça? Alors, la variabilité de la fréquence cardiaque, ça veut dire que la fréquence cardiaque classique, on bat, par exemple, si on bat 60 coups minutes, bien, de manière, je dirais, innée, on va se dire qu'on bat une fois toutes les secondes. Et on a 60 coups minutes. Ça, c'est si on était une machine. En fait, on a des rythmes, et on a des rythmes qui sont liés à notre système nerveux autonome, donc qui n'est pas contrôlé par notre volonté. Ce système nerveux autonome, il va avoir un aspect, ce qu'on appelle parasympathique et orthosympathique. Donc en parasympathique, on a une tendance à freiner le cœur, et en orthosympathique, à l'accélérer. Donc classiquement, orthosympathique, par exemple, vous baladez dans la forêt et d'un coup, vous êtes surpris par un loup qui passe, eh bien, vous allez être immédiatement en alerte, prêt à courir, prêt à bondir ou prêt à se battre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on va appeler, on va se mettre en fuite ou en combat. Donc ça, on va se mettre en ortho, et là, quand on est en ortho, le sang amène, la fréquence cardiaque augmente, le sang va directement dans les muscles, on coupe la digestion, c'est-à-dire qu'on est là pour vraiment un effort qui est peut-être très intense. À l'inverse, vous êtes tranquille sur un canapé et puis vous endormez relax ou vous êtes là à rêvasser, vous passez en parasympathique, donc le cœur va freiner et le sang va être amené plutôt à la digestion. C'est ce qui se passe par exemple après un bon repas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'allonge et puis on se dit j'ai envie de rien faire parce que tout simplement notre corps se met
en digestion, et à ce moment-là, on passe en parasympathique. Donc, on a toutes nos fréquences qui baissent, et on a comme ça une kyrielle de choses qui vont se passer dans le corps. Et l'idée, c'est qu'on va osciller sans cesse entre ortho et para. Et donc, la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est qu'on se rend compte que sur 1 minute de battement, eh bien, on a bien 60 battements par minute, par exemple, mais il n'y en a pas un par seconde. Chaque battement va être, on va dire, va évoluer. Donc, on va avoir des cycles où ça va peut-être s'espacer, 1,1, 1,2, 1,3 secondes, ce qui veut dire que le cœur va avoir une tendance à ralentir et à l'inverse, à réaccélérer derrière, 0,9, 0,8, 0,7. Donc là, à ce moment-là, il va se mettre à repartir, à réaccélérer. Donc on voit qu'en fait, ça va osciller, le cœur, sur 1 minute, il va accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer, freiner. Et donc cette onde-là va pouvoir être mesurée, et on va mesurer une variation, une variabilité de la fréquence cardiaque. On peut aller, si ces ondes sont parfaitement, on va dire, cohérentes, on parle même de cohérence cardiaque. Donc plus on tend vers la cohérence cardiaque, plus on est dans un état d'équilibre, puisqu'on est dans un état d'équilibre entre notre ortho et notre para. Maintenant, en fonction de la vie de tous les jours, on va évoluer comme ça, et donc la montre va nous donner des mesures, et ces mesures font que plus la variabilité de la fréquence cardiaque est élevée, plus on est capable de descendre bas et de monter haut, donc plus, en gros, on a la pêche, quoi. Plus on est en forme. Plus on va réduire cette variabilité, plus on tendra vers de la fatigue. Et chez des gens qui sont mourants, eh bien, on observe que le cœur bat exactement de manière métronome, c'est-à-dire qu'on tombe vers quelque chose qui devient, on va dire, parfaitement lisse. Donc la mort, c'est l'absence de variabilité cardiaque, et la vie, c'est le maximum de variabilité cardiaque. Donc on va observer cette variabilité va nous donner, on va dire, notre potentiel de vivacité et donc notre capacité à l'effort. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette explication hyper claire. On a eu une vraie masterclass sur ce sujet, parce que des fois, souvent, j'entends des spécialistes, tu vois, qui le rendent très complexe, et là, tu l'as vraiment simplifié. En plus, tu as expliqué, tu vois, l'importance de ce fameux mot, tu vois, la cohérence cardiaque. On nous dit tout le temps qu'il faut en pratiquer, mais on ne sait pas trop pourquoi. Là, c'était hyper clair. Je vais faire un petit switch sur le sommeil, mais on va revoir comment les deux sujets vont se connecter. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il... Là, on a parlé un peu de sinusoïde et un peu de cycle cardiaque. Comment se structure notre sommeil aujourd'hui ? Est-ce que tu peux expliquer les différentes phases importantes du sommeil ? Alors, effectivement, on a différentes phases. La première phase, on va avoir un sommeil léger, puis un sommeil dit moyen, puis un sommeil profond. Donc, on voit qu'il y a 3 phases de sommeil où on va rentrer petit à petit dans quelque chose de plus en plus profond. Et puis ensuite, on va avoir un sommeil dit paradoxal. Et ce sommeil paradoxal, c'est le moment où on rêve. Donc, si on regarde les phases une par une, on a classé ces phases en fonction, en fait, des ondes cérébrales. C'est-à-dire que notre cerveau utilise des ondes, on va dire, entre 1 et 90 Hz, 100 Hz à peu près. Classiquement, quand on est éveillé, on va être au-delà de 12-14 Hz jusqu'à 100 Hz. Donc là, on va dire, c'est l'éveil. Alors, il y a différentes typologies dans l'éveil. On peut être dans du stress, dans de l'effort, dans différentes choses, dans de la concentration. Donc, on va voir qu'en fait, on va naviguer dans ces plages. Et puis, quand on se met en détente et qu'on commence à se reposer, à s'endormir, on va passer de 12 vers 8. Puis de 8, on va descendre progressivement. Et donc, plus on est profond, plus on descend vers 1. Donc, en fait, plus on descend dans nos rythmes cérébraux, plus on rentre en sommeil profond. Et le sommeil paradoxal, il est paradoxal parce qu'en fait, notre corps est en sommeil typiquement profond, c'est-à-dire on dort profondément, mais en même temps, on va se mettre à bouger. Donc, quand on va se mettre à bouger, notamment les yeux, on va voir que les yeux vont énormément bouger. Il va y avoir des mouvements saccadés au niveau des yeux. Et le corps peut avoir des espèces de vibrations. C'est là où on rêve. Mais quand on rêve, eh bien le cerveau, lui, va bloquer nos nerfs pour pas qu'on se mette à bouger, pour pas qu'on devienne somnambule. Mais par contre, pendant cette phase de rêve, on voit quelqu'un qui rêve. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé de voir des gens rêver. Ce qui nous est peut-être plus facilement arrivé, c'est de voir des animaux rêver, notamment des chiens. Et on les voit qui courent après quelque chose et ils sont là, presque ils aboient. Enfin, ils sont en plein rêve. Et ça va durer quelques minutes. Donc ces phases, on se rend compte que quand on les mesure, on va avoir des phases, donc le sommeil léger,
puis moyen, puis profond. L'idée, c'est qu'en fait, on va descendre comme ça. On va passer un tout petit peu, quelques minutes en paradoxal. Et plus on va aller vers la fin de nuit, en fait, on va répéter ces phases. Donc, on va remonter en sommeil léger après le paradoxal, puis on va redescendre en profond, revenir en paradoxal, redescendre. Donc, on va avoir comme ça plusieurs cycles. On compte entre 5 et 7 cycles. Un cycle fait en général 100 minutes, en fonction des gens, entre 90 et 120 minutes. En général, on parle de 100 minutes. Donc, on va avoir comme ça plusieurs cycles qui vont s'enchaîner. Et la qualité de chaque cycle est différente. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a beaucoup de sommeil profond, très peu de paradoxal. Et plus on va aller vers la fin de nuit, plus on va se mettre à rêver de plus en plus, avec un temps de sommeil profond un peu moindre. L'idée, c'est qu'effectivement, on peut mesurer ensuite, là, sur l'ensemble des plages, des différents cycles, on va regarder le temps de sommeil profond, je dirais quel pourcentage on a eu de sommeil profond, quel pourcentage on a eu de sommeil paradoxal, sommeil léger, et est-ce qu'il y a eu des réveils. Donc, comme ça va nous permettre de mesurer un temps ou un pourcentage et à partir de là, se rendre compte si on a un sommeil qualitatif ou pas. C'est-à-dire que classiquement, on va avoir des gens qui vont nous dire, ils parlent de quantité. Donc, la première chose qu'on dit, tiens, j'ai dormi 7 heures, j'ai dormi 9 heures, j'ai dormi 10 heures. On parle de quantité. Et on a l'impression que quand on a fait une grosse quantité, on a bien dormi. Or, on se rend compte que non. Il suffit de se mettre une cuite pour s'en rendre compte. Voilà, on va vite se rendre compte que non. Et l'idée, c'est de se dire, c'est pas finalement le temps que j'ai passé dans mon lit, ok, il a été un certain temps, mais non, est-ce que j'ai bien récupéré? Est-ce que j'ai bien dormi? Et on se rend compte que ce bien dormir, ça veut dire est-ce que j'ai passé du temps en sommeil profond? Et est-ce que j'ai pu rêver? Donc, alors ça, c'est important. Il y a maintenant des corrélations. La science a montré qu'il y a des corrélations directes entre le sommeil profond et la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que si la variabilité sera plus haute, plus longtemps on passe de temps en sommeil profond. Donc on peut corréler. C'est pour ça que la VFC, quand on la regarde de l'extérieur, elle nous donne une petite indication sur la qualité, entre guillemets, du sommeil. Maintenant, si on veut voir la qualité réelle du sommeil, on est obligé de prendre un électroencéphalogramme, ce qu'on appelle un polysomnographe. Et là, à ce moment-là, on regarde effectivement à quel moment on change d'onde et comment on va passer de cycle en cycle. Et on observe à ce moment-là la nuit. C'est un gros dispositif quand même. Voilà, il y a un dispositif. Donc là, normalement, nous, dans la prochaine étude là, avec notre thésard, on devrait avoir la chance de récupérer ou d'avoir accès à un polysomnographe et donc du coup de vraiment mesurer en direct la qualité du sommeil versus sans surmatelas, avec surmatelas, pour observer justement ce qui se passe. Ok. Au-delà de regarder uniquement la variabilité de la fréquence cardiaque. Ok. Si je vulgarise et je simplifie à l'extrême, ce que j'entends, c'est le sommeil profond va surtout peut-être reconstruire le corps avant tout. Peut-être le sommeil paradoxal, plutôt le cerveau, la mémoire, la mémorisation, la concentration. En début de nuit, on va faire beaucoup de sommeil profond, un peu moins de sommeil paradoxal. Donc, en début de nuit, on reconstruit le corps, les muscles et effectivement les articulations et tout notre système. Plutôt en fin de nuit, du coup, plutôt l'inverse, ça va plutôt être le cerveau qui, lui, va se reconstruire. J'ai souvent entendu que il fallait se coucher tôt pour faire plus de sommeil profond et que le début de la nuit était plus récupérateur. C'est pour ça, du coup, c'est pour maximiser en fait la quantité de sommeil profond. Alors, le sommeil profond, effectivement, il est plus important en début de nuit. Et son rôle, c'est vraiment de nettoyer, amener de la cicatrisation, reconstruire l'organisme. Alors on le comprend quand on parlait des hommes dits préhistoriques. Quand on est dans un état, on va dire, de tension, eh bien, il faut d'abord récupérer très rapidement dans notre corps, quitte à avoir des sommeils, on va dire, hachés. C'est pour ça qu'on a spontanément des cycles et qu'on ne fait pas un gros cycle de sommeil profond. On a besoin de remonter tous les 100 minutes. Au cas où il y a un danger, on se réveille et on fuit. Donc du coup, naturellement, l'homme s'est adapté comme ça. Et au niveau cérébral, quelque part, on cicatrise. S'il y a un problème, on va tout de suite utiliser ces formes de cicatrisation. Mais par contre, ce qui compte, c'est qu'on va surtout trier l'aspect mémoriel.
Donc tout ce qu'on va emmagasiner en termes de mémoire, à un moment donné, on va venir le trier et le rêve va nous permettre comme ça on va dire, de dispatcher notre système mémoriel. Et on voit des gens qui, par exemple, ont des perturbations de souvenirs, ont du mal à se souvenir de ce qu'ils ont mangé la veille, et ils rêvent plus. Ce qui fait qu'en fait, ils trient plus. Donc ils restent un peu comme s'ils étaient dans un stress, comme si des dangers pouvaient survenir, et ils n'avaient qu'un sommeil rapide et profond, très rapide, et qu'il faille qu'ils restent finalement actifs après. Donc tout ça, c'est voilà, en fonction de cette physiologie, et cette physiologie qui nous est propre, parce que c'est quelque chose qui nous vient, on s'est adapté comme ça. L'idée, c'est de se dire à quel moment je dois aller dormir. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le corps étant câblé sur jour et nuit, eh bien, il a besoin de lumière du jour, donc de lumière blanche, la lumière du soleil. Et plus on est au soleil dans la journée, plus quand la nuit va tomber, automatiquement, tout notre système hormonal va se mettre en mouvement pour se dire, je vais pouvoir dormir et récupérer le plus vite possible. Puisque finalement, on doit rester une nuit qui est plus ou moins longue. Et les dangers de la nuit, on sait que si on parle des animaux, c'est en début de nuit, c'est-à-dire que c'est quand le soleil se couche, c'est là qu'ils se mettent à chasser pour beaucoup, ou au début du jour. Donc en fait, c'est deux moments critiques. Donc souvent, c'est la période où on va nous-mêmes manger, par exemple, puis on va se coucher, on va dormir, et puis on va se réveiller tôt, genre avant que le jour se lève, pour pouvoir en fait pouvoir se défendre s'il y avait une problématique. Donc ça, c'est notre rythme de fond. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, notre système hormonal, lui, il est calé pour dire on va se coucher dès qu'il fait, entre guillemets, nuit. Toute la problématique, c'est qu'effectivement, avec les lumières, on va prolonger tout ça et on va passer à un cap. Alors, d'un point de vue hormonal, il y a certaines hormones qui sont sécrétées avant 10 heures du soir et globalement, elles ne vont plus être sécrétées après. Donc, l'intérêt de se coucher avant 10 heures, c'est de pouvoir profiter de ce système hormonal et de pouvoir, en fait, dormir plus profondément. Maintenant, c'est vrai que dans les profils biologiques, on observe des gens qui vont avoir une capacité naturelle à plutôt se coucher tard et d'autres à se coucher très très tôt. Et on le voit bien chez les enfants. Il y a des enfants qui, à 8 heures du soir, s'écroulent. Et puis, il y a des enfants qui, à 10 heures, 11 heures du soir, sont toujours là. Ils luttent, ouais. Mais ils luttent même pas. Si on les laisse faire, ils sont là. Et d'un coup, ils vont aller se coucher, mais eux, leur rythme... Enfin, ils luttent contre les parents qui les mettent au Ah oui, ça c'est sûr. Mais le rythme sera plutôt sur le coup des 11 heures. Alors effectivement, si on les couche plus tôt, on arrive à les endormir. Mais on voit que physiologiquement, chez des bébés de 1 an, 2 ans, ils vont avoir un rythme. Moi, j'ai eu plusieurs enfants et j'ai des enfants qui se couchaient spontanément tard et le suivant spontanément tôt. Donc en fait, c'était assez drôle parce qu'il essayait de suivre sa sœur et il ne pouvait pas, il s'endormait. Lui était cuit, quoi. Et dans sa physiologie, il avait besoin de dormir tôt, alors qu'elle, non. Et finalement, si on repasse dans le mode préhistorique, il y a ceux qui s'occupent aussi des autres pendant la nuit, qui s'occupent des enfants. Donc, il y a des typologies, on garde des typologies comme ça, qui font qu'on est câblé pour être au service des autres. Et il y en a d'autres qui sont au service du groupe, mais de manière plus chasseur, plus je défends, donc très orthosympathique. Donc, eux, ils s'écroulent en début de nuit. Alors que ceux qui vivent en parasympathique plus classiquement, on va dire cette typologie para, vont pouvoir tenir et donc s'endormir plus tard. Donc en fonction de notre typologie, on voit qu'il y a des gens qui s'endorment à 11 heures par exemple ou minuit et qui font 7-8 heures de sommeil et qui dorment très très bien et les cycles sont respectés. À l'inverse, ceux qui ont besoin de se coucher à 9 heures du soir, eux classiquement aujourd'hui avec la télé et d'autres trucs, ils vont tenir plus longtemps. Et souvent, c'est eux qui vont avoir des mauvais sommeils et se plaindre, entre guillemets, du sommeil. Donc, quand on prend une population de gens qui dorment mal, on va avoir un peu plus de typologie dite ortho pour nous, c'est-à-dire des gens plus dynamiques. Enfin, plus dynamiques. Non, pas plus dynamiques, mais plus en orthosympathie classiquement. Donc, ils vont avoir une tendance, eux, à subir, on va dire, un mauvais sommeil un peu plus que les autres, qui peuvent se décaler, on va dire, plus physiologiquement.
Mais là, j'ai l'impression que tu parles de moi. Tu vois, j'ai fait le GR20 avec des copains cet été. On a essayé, tu vois, de le faire en 6 jours. Donc, et on pouvait pas trop courir parce qu'on avait, mine de rien, on avait un matériel vidéo sur le dos. Donc, on avait 8 kilos sur le dos. On a essayé de courir, tu vois, mais on n'est pas non plus des gros ultra-trailers avec une pas bonne technique. Donc, on se levait très tôt le matin. Fallait qu'à 5 heures, on soit parti. Donc, c'était arrivé à 4 heures. Et moi, tous les matins, j'avais 2-3 heures de mise en route qui étaient très, très compliquées. Et à l'inverse, d'autres qui, en un claquement de doigts, 4h30, c'est bon, ils étaient déjà tous sourires, frais, pouvaient avoir des conversations profondes, des conversations hyper élaborées. Alors que moi, je grommelais un peu pendant 1 heure ou deux, quoi. Donc, c'est ça. Mais le soir, tu devais avoir plus de facilité à tenir, quoi, et à te coucher le dernier, non? Ouais, mais c'était dur, parce que je devais me coucher tôt, donc je devais me forcer à dormir, c'était plus difficile, ouais. Et c'est là où on voit qu'on a naturellement, on va dire, des rythmes. Et en observant les enfants, bon, après on a mis en place des tests physiques pour tester les profils biologiques. C'est des tests physiques qui nous permettent en fait de voir. Et après, par l'observation de milliers de cas, on s'est rendu compte qu'effectivement, les systèmes ortho sont dynamiques. Ils sont on-off. Ils se lèvent le matin, on, 100%. Ils se couchent le soir, off. Et donc, par exemple, dans les ultra-trailers, à très haut niveau, je n'en vois plus ce typologie de fonction. Parce que tenir 160 bornes 100% on, on peut pas. Enfin, on peut pas. On peut certainement, il y en a peut-être un qui va y arriver un jour, mais c'est pas dans leur nature. Dans leur nature, c'est de faire du 100 mètres, quoi, de faire des sports très rapides, très véloces. Ils sont extrêmement puissants, extrêmement rapides, extrêmement véloces. Ils sont ortho, quoi. Tu vois, t'imagines, t'appuies sur le bouton, ils sont à 100%. Alors que ceux qui sont en parasympathie, nerveux, sanguins, tout. Voilà, il y a plein de sports comme ça, on va les retrouver. Mais chaque fois qu'il va falloir tenir, il va falloir tenir longtemps, on va avoir des gens qui vont avoir une capacité à passer en parasympathique. Donc en fait, pendant leur effort, ils se reposent, entre guillemets. Ils ont une capacité à redescendre, à pas être à fond tout le temps. Donc si on leur demande un effort extrêmement rapide, ils vont avoir des fois du mal à se mettre en mouvement immédiatement. Par contre, sur des efforts longs, notamment en ultra, 160 et plus, eh bien, on va voir disparaître, on va voir que c'est ces typologies dites parasympathiques qui fonctionnent le mieux. Est-ce que, quand même, pour avoir interviewé plus de 300 champions, je vois beaucoup ce que tu dis. Parce que c'est vrai que on voit quand même, tu vois, que ça soit un Kylian Jornet, un François Daen, un Xavier Thévenard, par exemple, ça reste des personnalités assez calmes, tu vois, ou un Baptiste Chassagne, j'y pense. C'est des gens assez calmes, assez posés. Est-ce que justement ça a retranscrit que ce sont des gens qui sont un peu plus sur le système parasympathique, ou à l'inverse, tu vois, j'ai pu interviewer un Jimmy Vico, tu vois, recordman français du 100 mètres. Bon, c'est un sanguin, quoi. Tu le mets sur un sujet de conversation où il est pas content, il rentre dedans, il y va, tu vois. Il a pas la même personnalité du tout, quoi. Est-ce que la personnalité retranscrit un peu du système sympathique sur lequel on se situe ? Oui, la personnalité, elle va être en lien direct. C'est-à-dire que finalement, nos systèmes, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le corps et la physiologie. Donc, en testant le corps, je me suis rendu compte qu'on avait ces typologies donc de fonctions. Et ces typologies de fonctions, on va les avoir dans la bouche, on va les avoir par rapport à travers la langue, on va les avoir à travers les yeux, à travers notre corps, quoi. Est-ce qu'on fonctionne plus sur les chaînes antérieures, chaînes postérieures ? On va avoir plein de... Jusqu'à ce jour, j'en ai dénombré 36, enfin 72, ce qui nous permet d'avoir 36 choix, définitions de la personne. Et donc, ça nous donne 40 milliards de possibilités. Donc, du coup, on fait vraiment du sur-mesure. Et on se rend compte qu'on a des grandes typologies de fonctions. Et dans ces typologies, effectivement, le tempérament va être en lien. Donc, on va avoir des gens... Classiquement, les gens qui sont parasympathiques ont un tempérament aussi yo-yo. Ils vont avoir des tempéraments, je dirais, des fois très excessifs, comme des fois très déprimés. Ils peuvent passer d'une minute à l'autre. On voit des enfants, ils sont joyeux, puis tristes, puis ça y est, t'es le pire papa du monde, puis t'es le meilleur. Enfin, voilà, ça va être toujours des excès. Ils passent comme ça. Ils ont des émotions, elles sortent, elles débordent. C'est-à-dire qu'en fait, on voit leurs émotions se passer. Chez les gens, c'est pareil. Il y en a qui vont sans cesse être très émotifs, très expressifs. Ça, c'est typiquement la fonction para. Alors que la fonction ortho, ils sont on-off, toujours prêts. Et eux, à l'inverse, ils ne vont pas montrer leurs émotions. Donc, ils seront plutôt équanimes en humeur.
jusqu'à ce qu'ils puissent plus tenir parce qu'ils en ont aussi. Et quand ils n'arrivent plus à les tenir, ils explosent. Donc ça peut faire des tempéraments colériques. Okay. Donc c'est pour ça que par exemple dans la définition de la dépression, la dépression c'est typiquement une caractérologie de la fonction gauche. C'est-à-dire que la fonction gauche ou les parasympathiques vont avoir une tendance à déprimer, à avoir de moins en moins de jus, des bas de plus en plus bas. Alors que la fonction droite, eux, comme ils sont on-off, quand ils tombent à zéro, c'est burn-out. Il n'y a plus personne. C'est pour ça que la définition pour moi du burn-out, c'est vraiment dans ces fonctions-là. Et quand on me dit, si j'ai une fonction droite qui me dit, le mec très ortho qui me dit je suis déprimé, je fais non, toi, tu sais pas ce que c'est que la déprime. Par contre, quand tu vas tomber en burn-out, oui, d'un coup, tu débranches, tu es on-off. Ouais. Ça, c'est fou. J'ai fait 2 burn-out, moi. Alors que j'ai effectivement, tu vois, je savais pas trop mettre des mots sur dépression, burn-out et tout. Mais c'est vraiment du jour au lendemain, j'avais plus d'énergie, quoi. Je suis passé d'un moment où j'étais au top à manager 30 personnes, m'entraîner 2 heures par jour, à tout faire, à tout réussir. Et du jour au lendemain, bloqué dans le lit, impossible. Je pouvais plus bouger, quoi. Donc ça me parle complètement. Et à un moment donné, ça se débranche, quoi. Ah, c'était complètement... Et donc, du coup, et ces typologies, on va les retrouver, elles vont énormément impacter notre capacité et notre qualité de sommeil. Ce qui fait que c'est pour ça que souvent dans certaines fonctions para, ils vont avoir plutôt du mal à s'endormir, c'est-à-dire qu'ils vont s'endormir plus tard, ou des fois penser pas mal, rêvasser. Ils ont du mal à passer en off. Ils restent un peu comme ça actifs en début de nuit, puis une fois qu'ils dorment, en général, ils dorment bien. Alors que donc du coup, ils vont avoir du mal même à se réveiller plus tôt le matin, alors que les autres vont avoir ils s'endorment vite, mais à chaque fois qu'ils passent un cycle, comme ils sont quand même toujours prêts, ils ont tendance à se réveiller. C'est ce qui fait qu'en fait, notamment classiquement vers 2h du matin, ils vont se réveiller parce que là, c'est des sécrétions qui se passent au niveau du foie et qui les réveillent. Donc c'est pour ça que quand on fait sécréter la vésicule biliaire de manière continue, ils ne se réveillent plus. Mais comment tu fais ça ? Alors, j'utilise soit des produits à base d'huile qu'on donne le soir, soit des jus de citron, soit des citrates de bétaïne. Et classiquement, c'est très facile. Donc, on donne un citrate de bétaïne le soir au coucher et ils dorment. Ils ne se réveillent pas. C'est pas chimique ? C'est pas trop faux ? Non, c'est pas grave de le faire tous les jours ? Tous les jours, pas forcément, mais de temps en temps, on le fait par cure ou on le fait par période. Après, effectivement, il y a une action alimentaire particulière et donc on va venir jouer notamment sur l'alimentation pour arriver à justement avoir des sécrétions qui soient correctes et qui puissent dormir plus facilement. Écoute, merci pour cette masterclass, je sens que je vais bien dormir. Je reprends un tout petit peu sur les cycles du sommeil. Donc tu m'as expliqué pourquoi est-ce qu'on se réveillait, combien de cycles on avait besoin. Est-ce que si on focus un petit peu sur le sommeil profond, vu que c'est le plus important, on va dire, vraiment d'un point de vue musculaire. Alors après, le cerveau, il est aussi tout important. Et d'ailleurs, même en ultra, la lucidité, la mémorisation de ce qu'il faut faire, on sait que c'est important. Donc, on va pas prioriser un cycle plutôt qu'un autre. Mais si on fait un focus sur le sommeil profond, est-ce qu'on peut l'optimiser ? Qu'est-ce qui va vraiment se passer, tu vois ? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent en plus ? Et est-ce qu'il y a des manières peut-être de l'optimiser ou de... Tu vois, tout simplement d'avoir un meilleur sommeil profond, en particulier. Moi, je te le dis, j'ai remarqué, alors, avec cette montre, effectivement, la fameuse pomme dont on tait le nom et dont on peut douter, effectivement, de l'exactitude, notamment sur le sommeil, je vois que j'ai 1 heure de sommeil profond. Et tu vois, j'ai beaucoup de copains qui me disent « Ah, moi, j'ai 2 heures, 2 heures et demie ». Et souvent, c'est plus effectivement des profils para, d'ailleurs. Moi, j'en ai très peu. Et donc, j'ai essayé de l'optimiser. Il y a un des trucs que j'ai mis en place, c'est quand même fin des écrans le plus tôt possible. Et ça, je vois que ça marche quand même sur la stimulation du cerveau et tout. Je vois que j'ai gagné 10-15 minutes en moyenne sur mon sommeil profond. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais mettre en place ? Tiens, et est-ce que Yakota, tu vois, les produits Yakota peuvent m'aider, tu vois, notamment. Alors, Il justement, y a beaucoup de questions, désolé. Oui, non, mais c'est justement le sommeil profond, c'est on va dire la base, et il faut l'augmenter parce que c'est un moment privilégié où le corps se récupère, cicatrise
et on se régénère. Donc on régénère effectivement les muscles, mais aussi les os, les ligaments, les organes, enfin tout. Donc c'est vraiment important d'avoir un sommeil profond, on va dire de qualité. Maintenant, ce sommeil profond, la seule manière de l'impacter, c'est d'essayer soit d'augmenter la durée du sommeil, pour avoir un peu plus de cycle, soit de ne pas perturber le sommeil. Donc ce que tu fais, tu te dis tiens, je vais me coucher tôt, ou je vais pas mettre d'écran avant de me coucher. Donc en fait, on va essayer de protéger le sommeil. Il y en a qui prennent de la mélatonine, il y en a qui vont se mettre des boules quies, il y en a qui vont changer leur literie. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est autour du sommeil, ils se disent je vais essayer d'avoir un impact. Et finalement, si j'ai cet impact, peut-être que mon sommeil profond sera meilleur. Et des fois, tu peux l'observer. Mais des fois, tu vas dire, ça marchait il y a 10 ans, puis avec l'âge, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Donc, c'est là où, en fait, ce sommeil étant fondamental dans la récupération, j'ai repris, on va dire, un peu les bases physiologiques du sommeil pour se dire comment, que ce soit des bases scientifiques, médecine chinoise, autres, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est prendre toutes les informations de gens qui se sont intéressés au vivant et à la physiologie et se dire, tiens, comment on peut faire ? Qu'est-ce qu'on observe aussi dans des produits X ou Y qui sont sur le marché ? Et de là, dans ce travail-là, je me suis rendu compte qu'il fallait effectivement avoir une circulation correcte au niveau des méridiens. Donc ça veut dire des électrons, ça veut dire de l'eau du corps. Il faut que l'eau du corps soit la plus, on va dire, optimum possible. Enfin, je n'entrerai pas dans le détail, mais... Et donc, du coup, on sait que les retours d'infrarouge vont énormément aider. Les retours d'infrarouge viennent stimuler. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent aussi qu'on stimule la mitochondrie, qu'on stimule les cellules, ça permet en fait de garder l'eau au niveau cellulaire. Donc, du coup, naturellement, je me suis dit, ça serait peut-être pas mal d'être dans un sac de couchage entouré de cette matière pour pouvoir renvoyer au maximum nos infrarouges. Et puis, parce que c'est ça qui est important, c'est de renvoyer nos infrarouges. En fait, nos infrarouges, ils sont connus. On les connaît, ils sont physiologiquement, on brille comme une ampoule de 100 watts. Donc, en gros, on a une puissance, à peu près 100 watts, on brille en permanence, et on se rend compte que quand on a des perturbations, ou quand on est blessé, par exemple, on va chauffer plus la zone. Tu te tords le doigt, et d'un coup, tu sens ton sang à l'intérieur. Donc, on va chauffer. Pour ça, en fait, on va émettre plein d'infrarouges dans des gammes différentes. Donc, on a des infrarouges qui sont chauffants, entre 0,75 et 3 microns. Et au-delà de 3 microns, ils sont moins chauffants, mais ils sont beaucoup plus pénétrants dans l'organisme. Et donc, ceux-là, dans un premier temps, ils m'ont intéressé de me dire, tiens, si on renvoie ceux-là, qu'est-ce qui se passe ? Et je me suis rendu compte que quand on renvoyait ceux-là, on augmentait des enzymes, on stimulait des enzymes qui s'appellent la ENO-synthase. C'est son nom, E pour endothélial, c'est-à-dire qu'elle est au niveau des vaisseaux sanguins et elle augmente la microcirculation. Donc ça, top si en cas de blessure, cicatrisation et autres. Donc ça, les patchs TeamCare, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Après, avec les athlètes, on s'est rendu compte aussi qu'on allait stimuler la N-NO-synthase, celle-là, elle est nerveuse, et que finalement, si je patchais un muscle qui était sain, que le corps sait se servir, mais finalement, on se rend compte dans des tests que le corps ne l'utilise pas ou mal. C'est-à-dire que du coup, je te teste et puis on va se rendre compte peut-être que ton quadriceps gauche, tu l'utilises moins bien que le quadriceps droit. Donc à l'effort, quand tu auras fait 100 bornes, il y a des chances que tu te mettes à boiter. Parce qu'en fait, tu sous-utilises un muscle. Donc à ce moment-là, quand on vient patcher ce muscle, on vient stimuler ou donner une conscience cérébrale de dire « Ah ouais, je peux m'en servir ». Donc en fait, de ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait stimuler donc, des enzymes. Et au-delà de ces enzymes, pour la nuit, ce qui comptait le plus, c'était stimuler la ENO-synthase, mais aussi revenir sur des fréquences un peu plus hautes. Ce qui marche, c'est pour ça qu'on se couvre la nuit, c'est pour garder une certaine température. Et cette température, elle est nécessaire pour l'activation enzymatique. Donc du coup, je me suis dit, tiens, on va garder un surmatelas, je vais changer les oxydes, ça ne sera pas du tout les mêmes que dans les patchs, ça n'a même pas rien à voir, mais presque. Parce que l'action, c'est vraiment une action de nuit, c'est pas du tout une action de stimulation. Par contre, il m'en faut des quantités, donc voilà, tout ça, ça a été mon travail pour arriver à déposer un nouveau brevet là-dessus et de rajouter en fait par-dessus une couche de carbone qui va nous permettre de faire circuler les électrons. Et le top, où est-ce qu'on trouve le plus d'électrons, c'est à la Terre. C'est ce qui fait que physiologiquement, on a les pieds classiquement, on a les pieds sur Terre.
C'est-à-dire, on a les pieds à la terre, on n'est pas avec des chaussures. Aujourd'hui, on a des chaussures plastiques, on a des goudrons, on a une kyrielle de produits qui fait qu'on n'est plus à la terre. Et quand on n'est plus à la terre, finalement, on n'échange plus du tout nos électrons. Donc, on les garde en nous. Donc, en fait, une fois qu'on acidifie l'organisme, progressivement, on va avoir un mouvement, un turnover qui diminue. C'est ce qui fait qu'en acupuncture, par exemple, on va venir mettre des aiguilles piquées pour augmenter, en fait, justement, c'est arracher les électrons ou stimuler les électrons au niveau des points. Parce une vraie aiguille d'acupuncture, c'est un bout de métal en fer avec un solénoïde, c'est-à-dire un cuivre torsadé, et en physique, le champ magnétique. Et dès qu'on crée un champ magnétique, on crée de l'électricité, et cette électricité va faire qu'en fait, on arrache des électrons. Donc une aiguille, elle tourne autour de moins 40 millivolts, donc elle a un travail. Et donc ce travail, il est vraiment électrique. Donc l'idée, c'est de se dire, tiens, si je fais remonter des électrons de la Terre, elles vont se balader sur le corps, et les infrarouges vont faire qu'en fait, on va générer une circulation. Et de là, qu'est-ce qu'on voit ? Et il va y avoir, on va rétablir une circulation. Le corps, lui, c'est ses propres infrarouges, et être branché à la Terre, c'est sa physiologie. Donc en fait, on ne le stimule pas. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de faire, des lampes ou des choses extérieures. Chaque fois qu'on va mettre quelque chose extérieur, le corps doit traiter une information. Donc, il y a potentiellement des effets secondaires. Alors que là, on ne traite pas des informations. Il est habitué à dormir par terre. Donc ça, on le remet à la terre. Et on lui renvoie ses propres infrarouges qu'il sait utiliser. S'il n'en a pas besoin, il les élimine. Et s'il en a besoin, il va pouvoir les utiliser. Donc, on le remet dans un contexte physiologique. Et dans ce contexte physiologique, on observe. Et ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, la variabilité de la fréquence cardiaque augmente, le cœur diminue, la récupération, on va dire, cellulaire est meilleure. Donc, quand il y a production d'acide lactique, il y a disparition d'acide lactique plus rapidement. Donc, la récupération se fait mieux. Et du coup, on en déduit que le temps de sommeil profond est meilleur. Et les montres connectées aujourd'hui nous montrent que les temps de sommeil profond, j'ai un gars, par exemple, qui a 55 ans, il est passé de 15 à 20 minutes de sommeil profond, où il dormait 5 heures par nuit. Donc, c'est un gars un peu une pile, quoi. Et toujours un peu en stress, etc. Parce que, voilà, il dormait peu, finalement. Il dormait mal. Là, aujourd'hui, il est à 1h30 de sommeil profond. Et c'est un mec, sa vie a changé. Il est beaucoup plus calme, il est tranquille. Et il me dit, je dors, quoi. Et donc, je dors, je fais du sport, je m'éclate. J'ai moins de stress. Mais c'est pas magique, c'est juste, je me retrouve dans ma physiologie, en fait. Je ne deviens pas un surhomme. Il n'y a rien de dopant à tout ça. L'intérêt, c'est juste retourner dans sa physiologie. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, grâce au monde connecté, on voit que les temps de sommeil profond augmentent. Donc, l'idée, c'est maintenant passer à une étape plus scientifique avec un polysomnographe, un thésard qui va regarder, effectivement, pouvoir mesurer les ondes cérébrales et se rendre compte, effectivement, quelle typologie d'ondes augmente dans le sommeil profond et où est-ce qu'on vient jouer et qu'est-ce qu'on améliore ou qu'est-ce que le corps améliore par lui-même grâce à ce boost physiologique. On ne fait rien de... Moi, ma philosophie, on va dire, c'est le corps sait et donc c'est lui amener le maximum de choses qui restent physiologiques et ne pas le perturber. Et pour ne pas le perturber, il faut le comprendre. Donc comprendre et la physiologie cellulaire que l'on partage tous, et ensuite notre perception du monde qui est différente en fonction de nos profils biologiques. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir tenir compte et faire un optimum pour chacun. Donc avec le même produit, effectivement, le surmatelas, il est propre à tous. Maintenant, on se rend compte qu'il y en a, ils vont peut-être, parce qu'ils dorment sur le dos, sur le ventre, l'utiliser, on va dire, différemment. Et donc, ça nous donne des idées pour de nouveaux produits un peu plus spécifiques ou un peu plus... Mais tout ça doit être évidemment, je dirais, mis à l'épreuve de la science. Donc, on est sans cesse en aller-retour avec des tests. Et du coup, on a lancé la marque Yakota en juillet parce qu'on avait nos premiers tests de retour. Mais ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Et ça fait plus de 2 ans que tous les athlètes de trail dorment dessus et nous font des retours, en fait. De trail et d'autres. Hein. Et nous font des retours. Donc, je dirais, on teste de manière un peu empirique et en même temps, on se pose des questions et on essaye de respecter. Donc, moi,
toutes les études, tout ce que je peux lire, c'est systématiquement c'est quoi la physiologie, comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, on voit bien que la centrale énergétique, qui est la mitochondrie, et c'est vraiment là-dessus qu'on essaye d'activer, puisque ça va être intéressant de pouvoir réduire cette fatigue à l'effort également. Et donc, voilà, c'est un peu toute cette recherche. Donc, on est un peu passionné par tout ça. Et en même temps, évidemment, c'est des fois essai-erreur. Quand on se trompe, ou quand on a une idée, on va au bout. Puis, si c'était une fausse bonne idée, on fait demi-tour et on continue ailleurs, quoi. Ok. Bon, écoute, moi, tu m'as convaincu parce que, comme je sais que moi, c'est vraiment mon sommeil profond que je dois bosser, tu vois, j'ai envie de passer. Donc, j'ai commandé le surmatelas, notamment. Qu'est-ce que je pourrais mesurer? Je pourrais mesurer, du coup, avec ma montre, mon sommeil profond. Je peux mesurer aussi, on en a parlé au début, de la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque. Est-ce qu'il y a un protocole pour bien la mesurer? Alors, ça va dépendre des montres ou idéalement, le protocole classique qu'on utilise en science, c'est on va prendre une montre de type polar avec une ceinture. Et à ce moment-là, quand la personne se réveille le matin, elle fait une mesure 5 minutes allongée couchée dans son lit. Donc ça nous permet de voir l'aspect parasympathique. Elle est couchée dans son lit, elle est juste en phase de réveil. Et ensuite, elle se met 5 minutes debout à côté de son lit. Et là, on a le côté ortho. Donc ça prend, on va dire, à peu près 10 minutes par jour. Donc c'est court et long quand on doit le faire plusieurs fois. Mais c'est comme ça qu'on arrive scientifiquement à avoir des vrais datas. Et pour régler le subjectif, il y a des questionnaires qui sont scientifiquement reconnus. Et donc avec une vingtaine de questions. Et donc le matin, on répond aux questions. Et de jour en jour, comme ça, ça nous permet aussi d'avoir l'aspect corporel de la variabilité et l'aspect, on va dire, plus subjectif du ressenti de la personne sur ces nuits. Donc nous, on utilise ces deux systèmes pour nous permettre en fait d'avoir quelque chose de scientifiquement, on va dire, reproductible. Et derrière, si on peut aller plus loin, c'est avec un polysomnographe qu'on peut, donc une forme d'électroencéphalogramme où on peut vraiment regarder les phases cérébrales et donc les temps à quel type d'onde la personne va aller et va dormir. Ce qu'on observe, ça me fait penser, ce qu'on observe beaucoup, c'est que souvent on se concentre sur le sommeil profond et on voit que notre sommeil profond augmente. Par contre, le sommeil paradoxal, on voit qu'il augmente des fois pas beaucoup, mais par contre, les gens se souviennent de leurs rêves alors qu'avant, ils ne s'en souvenaient pas. Donc le paradoxal, on voit que le cerveau trie, quoi qu'il arrive, il fait le boulot. On trie mémoriellement, mais par contre, on n'a pas de souvenir de ses rêves. Et là, avec le surmatelas, c'est ce qui ressort le plus, c'est que les gens me disent « je rêve ». Voire même certains me disent « mais moi, au début, je faisais des cauchemars ». Ce qu'on voit aussi avec le surmatelas, comme on est dans de la physiologie, s'il y a des perturbations de type cicatriciel, douleur et autres, il y a des gens qui vont avoir, je pense à un gars qui avait une problématique d'épaule assez importante, mais chronique, et dès qu'il s'est mis à dormir sur le surmatelas, il me dit, moi, mon épaule, toutes les nuits, je la sens. Elle travaille. Puis au bout de 15 jours, elle ne travaillait plus, et il arrivait à la bouger, et il est sorti de sa phase chronique. Mais par contre, des fois, les premières 15 jours, ou les premiers 10 jours, peuvent être vécus comme, waouh, il se passe des trucs, je transpire beaucoup, je suis pas bien, c'est bizarre, parce qu'en fait, le corps va se mettre en auto-nettoyage, quoi. Il va profiter il va utiliser à fond sa physiologie, et on va avoir moi, le premier, la première fois que j'ai dormi dessus, j'ai transpiré pendant 10 jours, je dirais, comme un bœuf, quoi. J'étais trempé le matin, et je me disais, ah ouais, alors là, si ça fait transpirer tout le monde, c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Et puis finalement, moi, après, j'ai plus jamais transpiré, enfin, ça m'arrive quasi plus. Et d'autres n'ont jamais transpiré ou se sont mis à transpirer quand ils ont une grippe, une maladie X ou Y, un petit truc. En fait, ça va nous permettre d'amplifier notre physiologie aussi pour répondre après au quotidien, je dirais aux bobologies quotidiennes. Ok. Je reviens un peu sur le sommeil paradoxal parce que tu en as parlé. À quoi il sert aujourd'hui ce sommeil? Alors, il sert essentiellement on va dire, à mémoriser ou à trier notre système mémoire. Un peu comme l'ordi, là, alors je suis pas très fort en ordi, mais on va dire le côté mémoire vive, quand elle est pleine, il faut
le mettre dans d'autres typologies de mémoire pour garder en fait notre capacité à enregistrer les événements importants de notre vie. Et ce qui fait que quand les gens rêvent plus, ou rêvent très très peu, enfin mesurés, parce que se souvenir de ses rêves, on peut rêver relativement beaucoup, mais ne pas s'en souvenir. Maintenant, il y a des gens qui rêvent très peu, on voit que les temps sont très faibles, et à ce moment-là, ils perdent petit à petit des capacités mémorielles de rétention. Donc, retenir des mots, par exemple. Alors, ça peut être de la rétention immédiate. On fait des jeux, on doit retenir des mots et les répéter 10 minutes après, et puis on se rend compte qu'on est capable de retenir, je sais pas, 8 mots, alors qu'on pourrait en retenir 10, 12, 15. Ou des phrases, ou des récitations. On voit des enfants, par exemple, qui dorment mal, la récitation, ils n'arrivent pas du tout à s'en souvenir, quoi. Donc en fait, il va y avoir toutes ces phases, et donc ça joue plus chez les personnes âgées ou dans certaines pathologies, où là, on va avoir carrément des pertes de repères, avec des pertes mémorielles. Ils ne se rappellent pas du tout ce qu'ils ont fait hier ou avant-hier. Par contre, ce qu'ils ont fait il y a 20 ans, ils se rappellent parfaitement, parce que c'est dans d'autres cases de mémoire. Donc le mémoire paradoxale nous permet justement le sommeil paradoxal, nous permet de bien mémoriser, on va dire, le temps, pas le temps long, mais l'instant présent, quoi. Ok, passionnant. Écoute, je crois qu'on a bien fait le tour. Là, on est vraiment rentré à fond dans les cycles du sommeil, et l'intérêt est de voir comment est-ce qu'on pouvait les optimiser, les améliorer. Donc c'était vraiment passionnant. On a vu aussi comment augmenter un peu sa VFC et tous les différents leviers qu'on pouvait activer. Je te propose que pour un prochain épisode, on se fasse qu'on parle un peu plus de réduction de fatigue aussi, et de ressenti, et qu'on parle un peu plus de VFC. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus sur le sommeil. Mais en tout cas, c'était un épisode bien, bien rempli. Si jamais vous avez des questions, d'ailleurs, si vous êtes auditeur ou auditrice, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, soit de la vidéo YouTube, soit sur Spotify. Vous pouvez laisser un commentaire sous les épisodes. Et avec Arnaud, on les relira et on essaiera de résoudre en direct, avec les informations que vous nous donnez, bien sûr, vos problématiques. Comme ça, on ira vraiment à fond dans les sujets. Et ça vous permettrait d'avoir des épisodes encore plus personnalisés. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup. À très vite.